Mardi 18 mars 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, parlant social pour commencer, la région Analamang construira un pont reliant le district d'Anjamas et la route nationale 7 selon le gouverneur de la région Analamang. Hier, ce pont sera construit en parallèle au pont d'Ambadfoot et pourra supporter de gros camions. Selon les explications, le gouverneur a également profité de l'occasion pour encourager le pouvoir exécutif dans la poursuite des travaux de développement et ne pas se laisser perturber par les diverses attaques sans fondement sur les réseaux sociaux. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansou. Parmi les priorités de la région Analamang au niveau des communes et des districts figurent la réhabilitation et la construction de routes. Toutes les communes de la région Analamang ont bénéficié de construction d'infrastructures, que ce soit des routes, des salles de classe, des locaux administratifs, des installations sportives ou des établissements sanitaires. La région Analamang poursuit ses réhabilitations de routes et construit de nouvelles, notamment un pont reliant la route nationale numéro 7 au district d'Anjamas, dont les travaux ont déjà débuté, selon le gouverneur hier. Par ailleurs, le gouverneur de la région Analamang encourage le pouvoir exécutif à poursuivre les travaux de développement et à relever les défis qui ont été décidés avec le chef de l'État. Ces responsables ne doivent pas se laisser perturber par les diverses attaques sans fondement sur les réseaux sociaux, mais d'y répondre avec des actions concrètes, souligne le gouverneur de la région Analamang, Erasoa Marmak. Outre les travaux de développement entrepris par la région Analamang, cette dernière appuie également les communes dans les travaux, surtout pour la commune urbaine d'Antananarivo. Parlant à présent des conséquences du passage de cyclone Jude dans le sud du pays, le district d'Ampani a été durement touché justement par le passage de ce cyclone. Le gouvernement, à travers le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes au BNGRAC, en collaboration avec des responsables locaux, est venu sur place pour apporter des aides et des solutions aux sinistrés. Fadesina Mireille nous en dit plus. De nombreuses habitations et infrastructures gouvernementaux ont été endommagées à la suite du passage du cyclone Jude dans le district d'Ampani récemment. Le secteur de l'éducation et de la santé ont été les plus durement touchés, d'après le directeur général du BNGRC, le général Elak Andjiakad. Ce cyclone a également causé plusieurs coupures de route à Ampani et le gouvernement est actuellement en train de résoudre ce problème. L'objectif fixé est que l'aide parvienne aux sinistrés. À noter que le BNGRC vient en aide à tous les sinistrés dans le sud de l'île, selon les explications. Dans les actualités de ce jour également, d'après le calendrier scolaire 2025-2026 publié par le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui, la rentrée scolaire est prévue le 8 septembre prochain, si la rentrée pour les enseignants est le 1er septembre. Les grandes vacances débuteront ainsi le 26 juin. Une légère modification par rapport au calendrier scolaire en cours est constatée, selon ce reportage de Felena Rakotorsoul. Le ministère de l'Éducation nationale vient de dévoiler le calendrier scolaire pour l'année scolaire 2025-2026. Une légère modification par rapport au calendrier scolaire en cours est constatée. Si l'année est toujours subdivisée en 5 périodes bimestrielles, les grandes vacances ont été raccourcies. Avec le calendrier scolaire actuel, 4 vacances scolaires sont prévues entre les 5 bimestres. Pour l'année scolaire 2025-2026, il n'y en aura que 3. En effet, le ministère de l'Éducation nationale a supprimé la pause après les journées des écoles au mois de février. La rentrée scolaire est fixée au 8 septembre 2025 et les grandes vacances commencent le 26 juin 2026 pour l'année scolaire prochaine. Après la première période qui dure 7 semaines, du 8 septembre au 24 octobre, les élèves auront une semaine de pause qui coïncide avec la fête de Toussaint du 25 octobre au 2 novembre. Le deuxième bimestre, d'une durée de 7 semaines également, est prévu du 3 novembre au 19 décembre. Il est suivi de 2 semaines de vacances de Noël du 20 décembre au 4 janvier 2026. Les élèves reprendront l'école pour entamer la 3e période le 5 janvier. Cette 3e période se termine avec les 3 journées des écoles, les 18, 19 et 20 février.
Il n'y aura cependant pas de vacances après les journées des écoles, comme cela a été le cas cette année. Le 4e bimestre commence tout de suite le 23 février et se termine le 27 mars. 2 semaines de vacances sont prévues à Pâques, du 28 mars au 8 avril. La 5e et dernière bimestre, la plus longue avec 11 semaines, du 9 avril au 25 juin. Par ailleurs, les calendriers pour les examens officiels pour l'année scolaire 2025-2026 seront publiés bientôt, d'après toujours le ministère de l'Éducation nationale. Puisqu'on a parlé d'éducation, les centres de lecture et d'animation culturelle ou CLAC, sous la houlette du ministère de la Communication et de la Culture, seront réhabilités et redynamisés. Ils seront remis au goût du jour et adaptés aux besoins des jeunes, surtout les jeunes issus des zones enclavées. Dans cette optique, le ministère collabore également avec l'Organisation internationale de la francophonie. Ainsi, cette dernière a fait don de matériel à ces CLAC dans tout Madagascar. Reportage sur les images de Zahra Ranjiansou. Les CLAC, ou Centres de lecture et d'animation culturelle, sont des organismes rattachés au ministère de la Communication et de la Culture. Ils sont installés dans 17 régions de la Grande Île. Les 27 CLAC répartis au niveau de ces régions ont besoin d'être réhabilités et redynamisés pour s'adapter aux besoins de connaissances et de savoir des jeunes et des enfants. C'est dans cette optique que le ministère de la Communication et de la Culture collabore avec l'OIF, ou Organisation internationale de la francophonie. L'OIF a ainsi offert des dons de matériel et d'équipement aux 27 CLAC de Madagascar. Le partenariat entre l'OIF et votre ministère est de longue date et essentiel dans notre coopération historique avec Madagascar, Madame la Ministre. Ce partenariat a permis depuis des décennies de renforcer l'accès à la culture et à l'éducation, notamment grâce à la mise en place des centres de lecture et d'animation culturelle que nous avons l'habitude d'appeler des CLAC. Ce programme créé en 1985 et déployé à Madagascar depuis 2001 joue un rôle clé dans la diffusion du savoir et de la culture, en particulier dans les régions éloignées. Madagascar dispose aujourd'hui d'un réseau de 27 CLAC coordonnés par la Bibliothèque nationale. Nous nous réjouissons de la décision prise par les autorités de Madagascar de redynamiser ce réseau tout en renouvelant son partenariat avec l'OIF. Ce don marque le renforcement des relations entre Madagascar et l'OIF et témoin de l'engagement de cette organisation pour le développement de la jeunesse malgache, affirme la ministre. Nous avons le privilège d'assister à la remise officielle par l'Organisation internationale de la francophonie, notre partenaire de longue date, comme vous avez évoqué tout à l'heure, Excellence, des outils de gestion, des manuels scolaires destinés aux 27 centres de lecture et d'animation culturelle ou CLAC sous notre tutelle. Nous savons que les CLAC jouent un rôle fondamental dans la promotion du livre et de la lecture, notamment en milieu rural et surtout, et j'insiste, dans les zones enclavées de Madagascar. Aujourd'hui, partout à Madagascar, les CLAC sont actuellement, grâce à cet événement, en effervescence. Les jeunes sont en attente de cette mise en œuvre de cette activité. De nombreuses activités culturelles autour du livre sont organisées. Par ailleurs, nous nous réjouissons de l'opportunité qui se présente aujourd'hui, telle que de renforcer, d'envisager un renouvellement de la collaboration entre le ministère d'une part et de l'OIF d'autre part sur le volet de la communication et de la culture qui sont deux aspects étroitement liés. La remise officielle de ces dons s'est tenue aujourd'hui sur le parvis de la Bibliothèque nationale d'Anoussi. Ces dons seront distribués par le ministère de la Communication et de la Culture aux 27 CLAC de Madagascar.
Et l'Université d'Antananarivo, à travers la faculté de sociologie, mention formation professionnalisante en travail social et développement, a célébré aujourd'hui la Journée mondiale du travail social. Des actions sociales qui se basent sur les diverses sensibilisations et le renforcement de la solidarité intergénérationnelle pour le bien-être durable. C'est le thème de cette journée dont la célébration s'est tenue à Nalanquil et ses environs. Aujourd'hui, reportage toujours sur des images de Zahara Jiansou. Des sensibilisations et des enseignements sur l'assainissement et l'hygiène, l'éducation parentale, ce sont entre autres les actions sociales initiées aujourd'hui par la faculté de sociologie au sein de l'université d'Ankatsu à Nalanquil et ses environs pour marquer la journée mondiale du travail social aujourd'hui 18 mars 2025. Le travail social vise à aider les plus vulnérables et ceux qui en ont besoin. C'est notamment le cas des associations qui prennent en charge les personnes autistes, de ceux qui œuvrent au niveau des hôpitaux et des personnes à mobilité réduite ou ayant besoin d'aide pour leurs besoins vitaux. Le thème de cette journée mondiale est le renforcement de la solidarité intergénérationnelle pour le bien-être durable. À cet effet, les actions de la faculté de sociologie au niveau de l'université d'Ankatsu se sont basées sur le renforcement des relations entre les parents, entre les personnes âgées et les jeunes. L'objectif est d'inculquer les valeurs du travail social et d'entretenir cette relation intergénérationnelle, selon le directeur de la formation professionnalisante, du travail social et du développement au sein de la faculté de sociologie à Ankatsu. Il est à noter que 866 étudiants sont actuellement inscrits au sein de la faculté de sociologie et 1066 élèves sont déjà sortis de la mention de la formation professionnalisante du travail social et du développement. Ces derniers exercent différents métiers relatifs au travail social dans les établissements publics et privés. Et toujours dans cette optique de travail social, parlons à présent action sociale. 15 000 personnes vulnérables de la commune d'Amouchmanzak bénéficieront de nourriture gratuite émanant de l'association musulmane à Madagascar pendant ce mois de Ramadan. Le Ramadan est un moment de partage et d'entraide, raison de cette action selon les informations rapportées par Finlessina Mireille et Yves Janel dans ce reportage. 500 personnes vulnérables par jour dans la commune d'Amouchmanzak recevront de la nourriture gratuite de l'association musulmane de Madagascar pendant le mois de Ramadan. Une telle initiative a lieu dans les 25 foucontagnes composant cette commune et au total, 15 000 personnes bénéficieront de nourriture gratuite selon les informations. Le mois de Ramadan est un mois sacré, un moment de partage, d'entraide, raison de la réalisation de cette action sociale d'après les informations. De nombreuses communes bénéficieront également d'activités comme celle-ci, organisées par l'association musulmane malgache. Et dans les actualités sportives de ce soir, parlons des Barayas de Madagascar, l'équipe nationale de football Malagas. Si justement ces Barayas de Madagascar sont prêts pour la rencontre avec les Fauves de la République centrafricaine. Aujourd'hui, les Barayas ont tâté le terrain de Zaouli à Casablanca, Maroc. Les détails avec Félina Rakotorsoul. Après une réunion technique relative au match entre le Baraya et les Fauves de la République centrafricaine, l'équipe nationale malagasy a effectué aujourd'hui une séance d'entraînement au stade Zaouli à Casablanca au Maroc. Il s'agit d'un entraînement pour tâter le terrain pour le match de demain. Selon les informations, les 26 joueurs appelés à composer l'équipe nationale qui affrontera les 5e et 6e journées de la qualification à la Coupe du Monde 2026 sont tous arrivés à Casablanca. Les responsables techniques ont déjà débarqué samedi dernier au Maroc, dont Ahmed Haït Ouarab, entraîneur adjoint et analyste de jeu, Séga Francossi, entraîneur des gardiens, Souza Eman, agent de match, Lebriaga Miché, kinésithérapeute ostéopathe, Guillet Olivier, préparateur physique et mental. L'équipe est aussi constituée de Louva Rasamanen, Dekir et les masseurs Joël Razafnain et Mejon Razafnain. L'éloignement de l'hôtel où logera la délégation malgache pose problème, mais ce n'est pas un obstacle car tous les joueurs sont prêts et en bonne santé, selon les informations. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Le Rwanda a annoncé hier, lundi 17 mars, la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo. France 24.
C'est par le biais d'un communiqué que le Rwanda a annoncé la rupture de ses liens diplomatiques avec la Belgique. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée à l'égard du Rwanda, dans le but de déstabiliser le pays et la région. Ce conflit régional, c'est celui qui oppose depuis des années en RDC les forces gouvernementales aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Conséquence de cette rupture des relations diplomatiques, tous les diplomates belges présents sur le sol rwandais ont 48 heures pour quitter le pays. Une décision que la Belgique regrette, elle a pris des mesures réciproques. Les diplomates rwandais sont désormais persona non grata sur le territoire belge. Cette décision est disproportionnée et illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, ils préfèrent ne pas dialoguer. Ancienne puissance coloniale, la Belgique a administré le Rwanda de 1920 à 1962, date de l'indépendance du pays. Entre Kigali et Bruxelles, le torchon brûlait déjà depuis plusieurs mois. Tensions qui ont franchi un nouveau cap ce lundi lorsque l'UE, sous la pression du gouvernement belge, a adopté des sanctions contre 9 Rwandais, parmi eux 3 hauts gradés, accusés de violer la souveraineté de leurs voisins congolais. Toujours à l'international, dans la région de Koursk, les soldats russes disent regagner du terrain après 7 mois d'occupation ukrainienne. Ils cherchent des civils pour les transporter par autocar loin des combats. France 24. Pour la première fois depuis des mois, Olga peut parler au téléphone avec son fils. À 73 ans, cette femme a été évacuée de la banlieue de Soudja dans la région russe de Koursk. Elle est encore traumatisée par les combats. Ce que j'ai vécu, même dans mes pires cauchemars, je ne l'aurais pas imaginé. Nous nous sommes extirpés des décombres. Russes et Ukrainiens continuent de s'affronter dans l'oblast de Koursk. En août dernier, Kiev a lancé une offensive en profondeur dans cette région frontalière de son territoire, en vue de l'utiliser comme monnaie d'échange lors d'éventuelles négociations. Mais depuis le début du mois, Moscou regagne peu à peu les terres occupées par l'Ukraine. Ces images du ministère russe de la Défense montrent des soldats mettant la main sur des armes présentées comme ukrainiennes. De son côté, Volodymyr Zelensky nie tout encerclement de ses troupes à Koursk et demande l'entrée en vigueur d'une trêve. La proposition de cessez-le-feu inconditionnel a surtout pour objectif de sauver des vies, de permettre aux diplomates de travailler à la sécurité et à une paix durable. Mais la Russie ignore cette proposition. Kiev reconnaît toutefois une situation très difficile dans la région de Koursk. Des pertes qui ont conduit Volodymyr Zelensky à remplacer le chef d'état-major des forces ukrainiennes. Et Israël a intensément bombardé la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi, faisant plus de 400 morts selon les services de santé palestiniens. L'État hébreu promettant de recourir à la force pour libérer ces derniers otages au risque de provoquer l'effondrement total du cessez-le-feu en vigueur depuis janvier dernier. France 24 toujours. C'est la plus importante offensive aérienne israélienne dans la bande de Gaza depuis la fin de la première phase de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 2 mars dernier. À l'hôpital de Khan Younes, dans le sud de l'enclave, les ambulances se succèdent. Un témoin raconte. Presque toute la famille a été tuée dans l'immeuble voisin. Notre maison s'est effondrée sur nous. Il y a aussi des blessés dans la maison d'à côté. Ils sont encore en train de sortir des gens des décombres. Nous dormions juste avant la rupture du jeûne du matin et la maison a failli nous tomber dessus. Des dizaines de cibles ont été visées par l'armée israélienne. Des responsables du Hamas font état de plus de 200 morts, dont de nombreuses femmes, enfants et personnes âgées. Ils accusent Israël de mettre unilatéralement fin au cessez-le-feu et disent que les bombardements rendent incertain le sort des 59 otages qu'ils détiennent toujours. Selon des médias palestiniens, un responsable du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, Mahmoud Abou Watfa, a été tué. Israël dit avoir consulté la Maison-Blanche avant de lancer cette opération surprise qui devrait encore s'étendre.
L'armée de l'air israélienne a lancé une série d'attaques contre des cibles du Hamas à Gaza. Nous ne ferons preuve d'aucune pitié envers nos ennemis. Soyons clairs, Israël ne s'arrêtera pas tant que tous nos otages ne seront pas rentrés chez eux. Israël accuse le Hamas de ne pas avoir donné suite à de nouvelles propositions américaines, notamment pour la libération des otages. L'État hébreu affirme aussi que le Hamas est en train de se regrouper et de se réarmer pour de nouveau lancer des attaques contre son territoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Nizouk ou Point de Droit avec notre journaliste, c'est Noura Nirlant. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.